Eh oui, je suis né en 1906. 1906 ? Mais ne parlons pas de moi. Je ne veux pas vous barber. Vous imaginez, si je vous racontais ma vie, ça prendrait des heures. Pierre Gérald, j'ai lu que Cédric Klapisch avait failli ne pas vous prendre pour ce film parce qu'il vous trouvait trop jeune. Oui. Et il trouvait que vous faisiez 80 ans. Klapisch m'a convoqué et il m'a dit « Mais vous faites trop jeune, je cherche quelqu'un qui fasse au moins 80 ans. » J'ai dit « Mais j'en ai 98. » Il voulait pas vous croire. Il voulait pas me croire. Alors je lui ai montré ma carte d'identité. Et ça l'a convaincu. On l'a vu dans le reportage, hein. Votre secret de jouvence, c'est que vous avez une vie très saine. Alors, je crois que vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous faites très attention à ce que vous mangez, vous faites de l'exercice. Est-ce que c'est pas dur, parfois, de se surveiller à ce point? Parce que vous menez un peu une vie d'ascète. C'est pas trop dur? Non. Non. Vous croyez que tout le monde pourrait avoir cette rigueur-là? Bien entendu, c'est de la volonté, simplement. Nathalie Kosciusko-Morizet, pour ne pas vieillir, il y a l'hygiène de vie de Pierre Gérald. Vous avez vu dans le reportage. Mais justement, moi, ce qui me frappe dans le film, c'est qu'il y a quand même deux méthodes, et il y en a certaines qui... Là, ce qu'on a vu dans les cliniques en Suisse, tout ça. Oui, et j'ai l'impression que ces choses sont un peu de l'ordre de l'être et de l'avoir. Oui. On a l'impression que dans le film, il y a des personnes, en l'occurrence des femmes, mais je ne suis pas sûre que ce soit particulier aux femmes, qui courent après le rester jeune, mais des choses qui sont de l'ordre de l'avoir, même si c'est pour se garder soi-même en forme. Et puis j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans l'ordre de l'être, à vouloir par exemple continuer à monter sur scène, ce qui est très sympa. Et peut-être que c'est là... Pas forcément la clé du vieillissement, mais en tout cas la clé du vieillissement sympa. Justement, Pierre Gérald, vous êtes un homme enjoué, on vous sent malicieux, on vous sent joueur, on vous sent facétieux. Est-ce que vous pensez que ce caractère-là, votre caractère, est-ce qu'il vous a aidé à bien vieillir? Est-ce que c'est votre secret? Il m'a aidé à supporter la vie et l'adversité. Parce que c'est un métier terrible d'être comédien, si vous n'êtes pas une vedette. Et vous avez mangé des années de vache maigre, comme vous le disiez. Je suis de bonne humeur, malgré tout. Et vous avez encore des projets professionnels? En mai, vous aurez 103 ans. Vous avez encore des projets? J'ai encore des projets. Klapisch va faire encore une suite à l'auberge espagnole et aux poupées russes. Et vous êtes prévu dedans? Dans les poupées russes, je vais mourir. Il y a même une séquence où on m'enterre. Et il l'a coupé. En disant, vous me plaisez trop. Vous serez dans mon prochain film. Alors j'attends qu'il m'appelle. J'espère que je serai encore vivant. Pierre Gérald, je vous remercie de nous avoir rejoints et j'attends ce film avec impatience. Merci beaucoup. Le ZAP 3 à présent. Alors le ZAP 3, c'est une semaine d'actualité en France, mais alors vu par nos journaux, les journaux de la 3, le ZAP 3 qui a ce vendredi un parfum de grande braderie. Vous allez le voir, c'est surprenant. Une sélection signée Aurélie Méraud. Adjugé. Personne couvre l'enchère. Adjugé. Tout était à vendre, des bacs à shampoing, au sèche-cheveux, en passant par ces fauteuils design des années 70. Parmi les acheteurs, des coiffeurs, collectionneurs ou juste nostalgiques du salon de Léon. À 20 € pour les 4 fauteuils d'attente, ça va chez tout le monde ça, hein, dans les salons, dans les trucs. 20 €, non, personne n'en veut. Ça va faire 2 jours, messieurs, non? Cela ressemble à un jour de solde, mais ce magasin, lui, va fermer définitivement dans 2 semaines. Il n'y a plus de chauffage, à peine de l'éclairage. Il est loin le temps du grand magasin Camif. Après 60 ans d'existence, c'est la liquidation judiciaire. Alors on vend aux enchères ce qui reste des stocks. 150. Cet homme est venu pour un matelas. Il a acheté le même 2000 €, il ne l'a jamais reçu, alors il va tenter de le racheter. J'irai pas au-delà quand même, peut-être de 700-800 € quand même. Hein. Quand même pas au-delà, hein, parce qu'après, bon... on a déjà perdu lourd quand même. Hein. 400. 23 000, 500, 24 000. C'est à vous donner le tournis. Les enchères montent vite, mais comparé au prix réel, on est encore bien loin du compte. 2 000 €, c'est pour rien? Ben non, c'est pour rien, oui. Est-ce qu'il y a preneur à 1 500? Des abattoirs qui ont 2 ans d'installation et 1 an de fonctionnement, c'est rare en général que ça ferme, quoi. Hein. Mais ici, il n'y a eu aucun repreneur qui a fait une offre vraiment, disons, intéressante, quoi. Même petite, personne. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez, vous êtes le bienvenu. Merci. Alors, tout ce qui est exposé est à vendre. D'accord. Donc, il faut pas hésiter. Et ça n'arrête pas, alors dépêchez-vous surtout de tout acheter.
L'appartement de Claire n'a pas des amplis du week-end. Ici on brade, les meubles, l'électroménager, les bijoux, les vêtements, tout doit partir d'ici la fin de la semaine. Claire quitte Brest pour Paris. Le défi, c'est de repartir avec un sac à dos, quoi. Vraiment. 28 €. C'est très bien. Ouais. Bon, bah c'est parti. C'est déjà la deuxième des marques dans ce restaurant parisien. À l'heure du petit noir au comptoir, le rabais est un succès. Ça contribue au bien-être du matin, c'est très sympa, c'est pas les 25%, ça représente quelques centimes, mais l'intention est absolument géniale. Moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50%, non pas sur le menu, mais sur toute la carte. L'idée du patron mijotait depuis quelques temps. Moi j'avais lancé l'idée, les gens qui travaillent avec moi ont trouvé ça super, donc on a dit, allez on le fait. J'ai même mon boucher qui me soutient, qui me fait 25% sur tout ce que je lui achète. L'opération doit durer jusqu'à la fin du mois, en principe, car bien sûr, derrière tout ça, l'objectif est commercial, car les échalotes, c'est... Comme les clients. Je vais faire revenir, on va essayer. Tous les matins, Pascal charge ses outils dans sa petite camionnette, avec le sourire, s'il vous plaît, et au volant de son bolide, sa journée de travail peut commencer. La crise a ébranlé un peu la mode du tout jetable. Plutôt que d'acheter des produits neufs qui ne valent pas grand-chose, certains redécouvrent la réparation, c'est tant mieux pour la planète et pour ceux qui en vivent. Eh oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, la réparation, la récupération, c'est bon pour la planète. Et si c'était ça, la solution, la décroissance? C'est un mot qui fait peur. C'est pas la même chose. Ouais. La réparation, la récupération, c'est s'organiser en fait pour que ces espèces de flux considérables de matière et d'énergie qui traversent nos vies, on les rende de façon circulaire. Et on peut le faire d'ailleurs, y compris à travers les systèmes industriels. On peut s'organiser pour boucler. Alors ça c'est formidable parce que plus de déchets, beaucoup moins de consommation d'énergie. La décroissance c'est autre chose. Que prônent certains écologistes, ça. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, si vous voulez. Le problème, c'est la façon dont on mesure la croissance. Je trouve qu'on la mesure mal. En effet, le PIB n'est pas la seule bonne mesure de la croissance. Quand vous cassez une jambe, vous augmentez le PIB parce que ça fait de l'activité. Et pourtant, vous augmentez pas le bonheur humain. Donc, il faut trouver d'autres façons de mesurer la croissance. Mais se donner comme objectif de décroître, c'est... Enfin, je suis pas sûr que ce soit très porteur et que ça ait beaucoup de sens, en fait. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'émission. Mariette Darrigrand vous a écouté avec attention sur vos mots. J'avais oublié, c'est terrible. C'est l'heure du verdict. Mariette, qu'avez-vous pensé des mots de notre invité? Je voulais vous commenter un mot que vous n'avez pas prononcé une seule fois et je trouve que vous avez bien raison, c'est le mot prospectif parce que c'est un mot qui ne vous va pas du tout. Vous incarnez une forme de modernité, vous avez une langue politique beaucoup plus légère que, enfin, pas empoulée, etc. Et alors tout d'un coup on vous met le mot prospectif qui est un vieux mot, un mot des années 60, 70, quand l'horizon était lointain, le futur était l'an 2000, on voyait loin. Ça, est-ce qu'on peut le faire encore aujourd'hui? Le monde s'est accéléré, le futur est demain matin si vous voulez. Donc je ne crois pas beaucoup que le mot prospectif vous allez le garder. À mon avis, ça va tomber assez vite. On va parler de vous pour le développement de l'économie numérique, comme on a parlé de vous pour l'écologie. Mais on va voir si prospective reste, à mon avis, non. Ça, c'est intéressant. Alors, le prospective, c'est has-been ou pas? Non, pour moi, c'est une question de mots. Et je comprends que c'est votre métier, mais on peut mettre des choses intéressantes dans les mots. Par exemple, il y a un vieux mot, c'est la planification. Ouais. Mais il y a un mot nouveau, ou en tout cas que moi je veux, c'est l'anticipation. La prospective, en fait, c'est identifier, partager les débats de demain pour pouvoir se donner ensemble les moyens de réformer. Je pensais tout à l'heure, quand on avait notre invité là, la question du vieillissement de la population, c'est une question énorme. Comment on fait pour que on vieillisse bien, on reste le plus longtemps possible chez soi, ce qui est en général la demande de tout le monde, et que la société, les systèmes sociaux se trouvent pas à exploser du fait de la dépendance. Bon, ça, c'est l'anticipation. Alors, en effet, le mot prospective c'est une forme de prospective. Pour moi, je préfère le mot anticipation, c'est vrai, mais c'est pas celui qu'on a mis. Et puis voilà. Et pourquoi pas rebaptiser le secrétariat d'État à suivre. Il nous reste quelques secondes, juste le temps d'une dernière chronique qu'on a baptisée Et si, à Nathalie Kosciusko-Morizet, et si vous étiez un symbole de la biodiversité, un végétal, un animal, ce serait lequel? Oh mon Dieu, c'est difficile. Un symbole de la biodiversité. Moi, j'ai une passion pour les orchidées, qui sont dans l'ordre du végétal, des plantes absolument fascinantes parce qu'elles ont une adaptation à leur milieu. Il y a par exemple ces orchidées qui vivent sur les arbres et qui ne vivent de rien et qui ont en même temps des couleurs fascinantes pour pouvoir attirer les insectes qui en fait vont leur permettre de se reproduire. Mais ça c'est une plante. Peut-être qu'un animal ce serait...
Ce serait plus sympathique. Alors qu'il est, c'est intéressant, parce que survivre en milieu hostile, en politique, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous étiez un élément, l'eau, la terre, l'air ou le feu? La terre. La terre. Si vous étiez un instrument de musique? J'aime beaucoup le violoncelle. Et il y a la harpe aussi que vous pratiquez. Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose de très particulier dans le violoncelle, qui est que vous savez, c'est l'instrument qui a la tessiture la plus proche de la voix humaine. Voilà. Et ça donne quelque chose de particulièrement lyrique à cet instrument-là. Quand il y a des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, et ben on a presque cette impression que l'instrument les exprime à votre place, parce qu'en plus il a une tessiture tellement proche. La prochaine fois que je vous invite, vous ne parlerez pas, vous jouerez du violoncelle. Non, ce serait pas terrible, franchement vous seriez assez déçus. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Notre invité la semaine prochaine, le président du groupe UMP à l'Assemblée, Jean-François Copé. Si vous voulez lui poser des questions, si vous voulez revoir cette émission, c'est facile, c'est sur France3.fr, rubrique Comme un vendredi. Bonne fin de soirée, bon